Patrice Lumumba ou la mauvaise conscience des impérialistes et des dirigeants fantoches du monde entier. Patrice Emery Lumumba, de son vrai nom Elias Okitasombo, est né le 2 juillet 1925 dans le village de Honalua, province de la colonie du Congo belge. Il grandit dans une famille modeste. Il fréquente l'école catholique des missionnaires. L'école à l'époque de la Belgique coloniale ne donne qu'un enseignement de base, visant à former des ouvriers. Curieux, et il veut savoir tout, le petit Patrice Lumumba se plonge alors dans la lecture de manuels de philosophie, d'histoire et de tout ce qui lui tombe entre les mains. Il a travaillé quelque temps comme employé de bureau dans une société minière, puis comme journaliste. Simple employé de bureau, il remarque que les matières premières de son pays jouent un rôle crucial dans le système économique mondial. Il prend conscience que les sociétés multinationales monopolisent la gestion des richesses minières du pays et ne font rien pour associer des cadres congolais, totalement marginalisés. Il reçoit, en septembre 1954, sa carte de citoyen évolué, dite d'immatriculé, réservée par les colonies belges à certains indigènes, considérés comme étant de bons éléments. D'ailleurs, c'est exactement ce que les autorités coloniales françaises faisaient en naturalisant certains indigènes dans leurs colonies. Quand les autres prennent cette démarche comme ascension sociale, une victoire personnelle et un honneur, Lumumba, lui, y voit une insulte aux 12 autres millions de ses concitoyens. Rappelons qu'en 1958, le nombre de Congolais immatriculés était de 217 individus sur 13 millions d'habitants. Lumumba, l'anticolonialiste, au début, sachant que les frontières du Congo belge et des colonies portugaises, françaises et britanniques voisines sont fixées de façon arbitraire par les puissances coloniales et que la question de partage des richesses entre les pays africains indépendants, il ne plaide pas pour une indépendance immédiate. Il crée en 1955 l'Association du personnel indigène de la colonie, APIC. Il adhère même au parti libéral du ministre belge en charge de la politique coloniale, Auguste Buisseret, dont l'objectif est de faire évoluer le Congo et notamment développer l'enseignement public. Dans un premier temps, il plaide même pour une évolution pacifique du système colonial belge. Mais il prend rapidement conscience que face au paternalisme du système colonial belge, que cette démarche est vouée à l'échec. En 1958, il professe des opinions clairement anticolonialistes, et dans la foulée, il fonde à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, le Mouvement national congolais, un parti nationaliste, unitaire et radical. La rencontre décisive, le 11 décembre 1958, il est présent à la conférence des peuples africains, à Accra, qui constitue pour lui un tournant essentiel. Il y rencontre le Ghanéen Kwame Nkrumah, le Camerounais Félix Roland Moumié et le représentant de la délégation algérienne du Front de Libération Nationale, FLN, Frantz Fanon. Au-delà de leur panafricanisme sans concession, Mounié, Fanon et Nkrumah ont en commun d'insister sur les dangers du régionalisme, de l'ethnicisme et du tribalisme qui, selon eux, minent l'unité nationale et facilitent la pénétration du néocolonialisme. Pour eux, les soulèvements violents contre le colonialisme est une nécessité absolue et les indépendances inévitables, en mettant en garde contre les divisions post-indépendance. À ce propos, Frantz Fanon disait mettre à la porte un colon étranger ne sert à rien si c'est pour le remplacer par un colon local, africain. Lumumba est subjugué par la clairvoyance politique de Nkrumah, Fanon et Mounié qui disposent d'une très grande expérience. Ces trois-là ne se contentent pas de discours soporifiques sur les droits de l'homme ou sur l'émancipation de l'homme africain, asiatique ou américain. Ils ont les mains dans le cambouis et parlent en toute connaissance de cause. D'abord, Nkrumah et Mounié, deux inconditionnels de l'indépendance totale de leur pays. Ensuite, le Martiniquais Frantz Fanon, après avoir écumé les maquis algériens, il fait partie des cadres dirigeants de la révolution algérienne. En 1958, la guerre bat son plein au nord du continent africain. De retour au Congo, Lumumba rend compte de cette conférence le 28 décembre et détaille le programme du mouvement national congolais, résumé en un mot, l'indépendance. Il a décrit, devant plus de 10 000 personnes, l'objectif à court terme de son mouvement. Unir et organiser les masses congolaises dans la lutte pour l'amélioration de leur sort, la liquidation du régime colonialiste et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Il dénonce les pillages des ressources du Congo et les mauvais traitements que continuent de subir les populations noires. En 1959, la répression s'abat sur les mouvements nationalistes. Le 4 janvier, l'interdiction d'un rassemblement de la BACO, association indépendantiste, l'Alliance des Bakongas, fait 300 morts et 2000 blessés. En novembre de la même année, lors du congrès national du MNC à Stanleyville, les gendarmes tirent sur la foule faisant 30 morts et des centaines de blessés.
Considéré comme le chef de la tendance radicale des indépendantistes, Lumumba est arrêté. Jugé et condamné à 6 mois de prison, le 21 janvier 1960, avant d'être libéré 5 jours plus tard sous la pression populaire. Le gouvernement belge se trouve confronté à un front uni des Congolais. Affolés et totalement déstabilisés, les Belges fixent Dardar, l'indépendance au 30 juin 1960. Les premières élections générales de l'histoire du Congo belge, les élections ont eu lieu en mai 1960. Elles sont largement remportées par le Mouvement national congolais, MNC, de Patrice Lumumba. Dans un souci d'unité nationale, le dirigeant de l'ABACO Joseph Kasavubu est nommé président de la République et avalise aussitôt la nomination de Lumumba comme Premier ministre. Dans la foulée, lors de la cérémonie d'indépendance, devant le roi Baudouin, Lumumba prononce un discours virulent, dénonçant la politique coloniale belge depuis 1885. Je reprends ici quelques extraits de ce célèbre discours, je cite Lumumba. « Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou de nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu l'ironie, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. » Je cite encore Lumumba, « Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. » Fin de citation. Ce discours a fait l'effet d'une bombe du côté belge et de leurs alliés congolais et bien au-delà. Ce discours prononcé devant le monarque belge est une leçon de courage pour tous les opprimés du monde. Patrice Lumumba a humilié le roi des Belges et les dignitaires congolais. C'en était trop pour les impérialistes et pour leurs chiens de garde indigènes. La réponse ne s'est pas fait attendre. Dès le 11 juillet 1960, Lumumba est confronté à une guerre civile, avec la sécession. Le même jour, le Katanga, province du sud du pays, soutenue par la Belgique, demande son indépendance. Lumumba dénonce le fédéralisme comme manœuvre néocolonialiste. Les corrompus et non moins cyniques Moïse Tshombe et bras droit, Godefroy Munongo, recrutent des mercenaires belges et sud-africains, tandis que le gouvernement belge déploie ses troupes. Lumumba décide de reprendre la région, mais l'ONU impose militairement un cessez-le-feu empêchant de fait l'entrée des troupes congolaises. Lumumba en appelle alors à la solidarité africaine et réaffirme son intention de résister. Il déclare, je cite Lumumba, « Si le Congo meurt, toute l'Afrique bascule dans la nuit de la défaite et de la servitude. » Voilà encore une fois la preuve vivante de l'unité africaine. Voilà la preuve concrète de cette unité sans laquelle nous ne pourrions vivre face aux appétits monstrueux de l'impérialisme, avant d'ajouter, je cite toujours Lumumba, « Entre l'esclavage et la liberté, il n'y a pas de compromis. » En 2023, certains dirigeants africains, asiatiques ou latinos en sont encore au compromis. Bref, la Belgique voit ses intérêts menacés par Lumumba, mais elle pouvait compter sur le docile gouvernement katangais. Ne recevant qu'une aide dérisoire et méprisante de l'ONU, Lumumba se tourne vers l'Union soviétique. Un coup d'État, soutenu par la CIA, éclate le 14 septembre 1960. Joseph Désiré Mobutu prend le pouvoir et reçoit le soutien de l'ONU et du président Kasavubu. Qui est le futur maréchal Mobutu? Un traître, un Judas, un renégat. Le fossoyeur d'une autre idée du Congo. Membre du MNC, parti de Lumumba, secrétaire d'État du gouvernement indépendant, puis chef d'état-major. Il dénonce Lumumba comme pro-communiste. Il le fait arrêter et assigner à résidence. Lumumba organise aussitôt un gouvernement provisoire et s'échappe le 27 novembre. Avant d'être de nouveau arrêté, à Port-Franqui, avec deux des grandes figures du MNC, Joseph Okito, vice-président du Sénat, et Maurice Mpo, ministre de la Jeunesse et des Sports.
Le 16 janvier, le président congolais, Kasavubu, le chef d'état-major Mobuto, les représentants des services secrets belges et de la CIA votent l'assassinat de Lumumba, de Okito et MPO qui sont transférés à Elisabethville, au Katanga, le 1er janvier 1961. Pourquoi les Belges et les États-Unis ont-ils assassiné Lumumba? L'ONU et les États-Unis le perçoivent comme un communiste pour avoir reçu l'aide de Moscou en pleine guerre froide. Pour les Belges, il constitue une véritable menace pour leurs intérêts économiques, notamment dans le secteur minier, et pour Mobutu et le président Kasavubu, c'est simplement la recherche d'un pseudo-pouvoir sous le joug des oppresseurs. L'avenir du Congo ou de l'Afrique est véritablement le cadet des soucis pour Mobutu et pour tant d'autres dirigeants africains. En réalité, Patrice Lumumba a signé son arrêt de mort dès son discours, lors de l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960. Les paroles prémonitoires, prononcées par Lumumba, en disaient long sur le danger qui le guettait. Il déclare, je cite, « On veut me tuer. Je mourrai comme Gandhi. Si je meurs demain, c'est qu'un blanc aura armé la main d'un noir. J'ai fait mon testament. Le peuple saura que je me suis offert en otage pour sa liberté. » En tout cas, Lumumba, Okito et Mepolo sont torturés et battus à mort par des responsables katangais, en présence de Moïse Tshombe et de 4 représentants du gouvernement belge. Ils sont fusillés par des soldats sous le commandement d'un officier belge. Lumumba avait 35 ans et passé à peine 6 mois au pouvoir. Le lendemain, des agents secrets belges ont fait disparaître les corps dans de l'acide sulfurique. L'un des policiers belges, chargé de faire disparaître le corps de Lumumba, a eu l'idée lugubre de lui arracher 2 dents. Un macabre trophée qu'il ne dévoilera qu'en 1999. La justice belge perquisitionnera chez sa fille en 2016. Il retrouve une des 2 dents. Privé de sépulture de ce géant, il ne subsiste de son corps, je dis bien de son corps, qu'une seule dent, car son attitude, son intelligence, son courage et ses idées entreront à tout jamais et pour longtemps, au-delà des dirigeants du monde, tous les hommes et les femmes un tant soit peu, épris de justice et de dignité. Martyr de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba est devenu très vite après sa mort une icône internationale de la décolonisation. Lumumba est devenu la conscience de l'Afrique et de tous les peuples opprimés. C'est l'homme qui voulait rendre l'Afrique aux Africains. En 1962, l'URSS baptise de son nom l'Université de l'amitié des peuples. Faute de suivre son exemple, la plupart des dirigeants africains ont baptisé du nom de Lumumba des rues, des avenues, des écoles et que sais-je encore? Une manière comme une autre d'exorciser leur mauvaise conscience. Lumumba, l'empêcheur de tourner en rond. Lumumba croyait en sa mission, écrit son ami, l'éminent psychiatre et l'un des dirigeants de la révolution algérienne, Frantz Fanon. Il avait une confiance exagérée dans le peuple. Ce peuple, pour lui, non seulement ne pouvait se tromper, mais ne pouvait être trompé. Et de fait, tout semblait lui donner raison. Chaque fois par exemple que dans une région les ennemis du Congo arrivaient à soulever contre lui l'opinion, il suffisait à Lumumba de paraître, d'expliquer, de dénoncer, pour que la situation redevienne normale. Il oubliait singulièrement qu'il ne pouvait être partout à la fois et que le miracle de l'explication était moins la vérité de ce qu'il exposait que la vérité de sa personne. Lumumba a exprimé le patriotisme congolais et le nationalisme africain dans ce qu'ils ont de plus rigoureux et de plus noble. D'ailleurs, d'autres pays beaucoup plus importants que la Belgique ou le Portugal, en l'occurrence les États-Unis, se sont intéressés à la question Lumumba. Mais, pourquoi les impérialistes se sont-ils intéressés à Lumumba? Parce que les ennemis de l'Afrique ne s'y étaient pas trompés. Ils s'étaient rendus compte que Lumumba était vendu à l'Afrique. C'est-à-dire qu'il n'était plus à acheter. Frantz Fanon explique que le grand succès des ennemis de l'Afrique, c'est d'avoir compromis les Africains eux-mêmes. Il est vrai que ces Africains étaient directement intéressés par le meurtre de Lumumba. Parmi eux, les chefs de gouvernement fantoches, au sein d'une indépendance fantoche, qui sont confrontés jour après jour à une opposition massive de leur peuple, ils n'ont pas été longs à se convaincre que l'indépendance réelle du Congo les mettait personnellement en danger. Et il y eut d'autres Africains, un peu moins fantoches, mais qui paniquent dès qu'il est question de désengager l'Afrique de l'Occident. On dirait que ces chefs d'États africains ont peur de se trouver en face de l'Afrique. Pour Frantz Fanon, son ami Lumumba ne devrait pas accepter l'intervention de l'ONU, car c'était exactement ce qu'attendaient les Occidentaux. Pour lui, il ne fallait surtout pas faire appel à l'ONU.
L'ONU n'a jamais été capable de régler un seul des problèmes posés à la conscience de l'homme par le colonialisme, et chaque fois qu'elle est intervenue, c'était pour venir au secours de la puissance colonialiste du pays oppresseur. Le tort des Africains est d'avoir oublié que l'ennemi ne recule jamais sincèrement. Il ne comprend jamais. Il capitule, mais ne se convertit pas. Le tort est d'avoir cru que l'ennemi avait perdu de sa combativité et de sa nocivité. Si Lumumba gêne, Lumumba disparaît. L'hésitation dans le meurtre n'a jamais caractérisé l'impérialisme. Quoi qu'il en soit, Patrice Lumumba est la mauvaise conscience de tous les dirigeants du monde vendus ou achetés et représente, à l'instar de Guevara, de Mounier, de Ben Midi, de Ben Berka, de Sankara, de Hachad et de tant d'autres, tous assassinés, liquidés, une espérance et un optimisme pour ceux ou celles qui se battent, aujourd'hui même, pour se libérer du joug des oppresseurs, de tous les oppresseurs.